l'important quand on considère le septennat de Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1981, c'est de comprendre qu'il a fondamentalement rompu avec la Ve République telle que le général de Gaulle l'avait conçue. La première rupture importante, c'est la manière dont Giscard a centralisé le pouvoir, a négligé la fonction de Premier ministre, en particulier en marginalisant son Premier ministre, Jacques Chirac. Et là, on a quelque chose qui est très différent de ce que Charles de Gaulle et Georges Pompidou avaient voulu, puisque c'était des présidents qui déléguaient beaucoup et qui mettaient leur Premier ministre et leur ministre en responsabilité. La deuxième chose, c'est la communication. Ça peut paraître paradoxal, mais plus le président centralise et a l'air lointain, plus il a eu tendance à compenser en termes de communication. On connaît les gadgets de Giscard se montrant torse nu, jouant de l'accordéon, faisant du sport, se faisant filmer, allant dîner chez les Français, recevant les éboueurs à l'Élysée, etc., etc. À l'époque, on a dit que c'était révolutionnaire aussi, mais c'était surtout rompre avec la distance mesurée, raisonnable que le général de Gaulle avait voulu mettre entre la personne du président et les Français. Le troisième exemple que je voudrais donner, c'est effectivement le fait que Giscard a fondamentalement introduit toutes les innovations institutionnelles qui ont été par la suite complétées. Le passage du septennat au quinquennat avait été imaginé par Giscard, il l'a appuyé ensuite en 2000 lorsque cela a été voté. Le deuxième changement important, c'est la théorie de la cohabitation. Nous savons que jamais le général de Gaulle n'aurait cohabité avec un Premier ministre issu d'une autre majorité que la sienne. Au contraire, Valéry Giscard d'Estaing avait prévu, en cas de victoire de l'Union de la gauche en 1978, de se retirer à Rambouillet, de laisser François Mitterrand, devenu Premier ministre, gouverner, exactement comme François Mitterrand l'a fait par la suite. Le dernier changement, effectivement, c'est aussi se méfier du rapport trop direct avec le peuple français. Valéry Giscard d'Estaing est le premier président qui ne souhaite plus, sauf cas de force majeure, avoir recours au référendum. Là aussi, une rupture avec la pratique gaullienne. Alors, on pourrait aussi parler des contenus. On pourrait insister sur le fait que Valéry Giscard d'Estaing a, dans toutes les politiques qu'il a mises en œuvre, a rompu avec le gaullisme, avec l'idée que la souveraineté de la France était quelque chose d'absolument intangible dans l'histoire et dans le temps, comme le général de Gaulle le pensait. Et au contraire, avec Valéry Giscard d'Estaing, on a l'introduction de l'idée selon laquelle la France est une puissance moyenne, qu'elle ne pèse plus assez à l'échelle du monde, qu'elle doit jouer la carte européenne, qu'elle doit être plus proche de son allié américain. Giscard est aussi le premier président multilatéral, insistant sur l'importance des organisations internationales, ces organisations internationales que de Gaulle rangeait sous la catégorie de machin. On remarque aussi que Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup anticipé sur le renforcement de la construction européenne, sur la libre circulation des personnes. Il est aussi le président qui ouvre largement les frontières à l'immigration en décidant du regroupement familial. C'est aussi le premier président obsédé par l'écologie au sens d'une écologie ancrée dans des rapports internationaux, dans des groupes de travail internationaux. Et on pourrait enfin souligner que Valéry Giscard d'Estaing est le premier président absolument obsédé par la puissance économique allemande et par l'idée que si la France veut être une puissance économique, elle doit s'appuyer sur le modèle allemand. C'était quelque chose que Giscard répétait à qui voulait l'entendre. Alors, à partir de là, s'est développé un paradoxe. C'est que cette politique-là, cette rupture avec le gaullisme et le pompidolisme,
cette rupture avec l'idée que quand bien même la France s'ouvrait, il fallait qu'elle reste absolument dans le cadre de la souveraineté nationale, cela a valu à Valéry Giscard d'Estaing de ne pas être réélu en 1981, puisqu'il a perdu une partie de sa majorité de 1974, et en particulier les électeurs gaullistes l'ont lâché, considérant qu'il avait trahi l'héritage du général de Gaulle. Eh bien, le grand paradoxe, c'est que, et c'est le deuxième point que je voudrais développer, les successeurs de Valéry Giscard d'Estaing, en fait, ont fait du giscardisme sans Giscard. C'est le grand paradoxe de Giscard, c'est qu'il n'a fait qu'un septennat, mais son nombre porté est considérable, et je vais vous le montrer, jusqu'à Emmanuel Macron. Si vous regardez bien, après 2 ans de politique économique à contretemps de l'évolution du monde, que fait François Mitterrand? Il se rallie à la politique du Francfort, il se rallie à l'amitié franco-allemande comme pierre angulaire de toute politique française, il se rallie à l'idée d'un renforcement constant des institutions européennes, il est à l'origine du marché unique, il est à l'origine de l'euro, mais sur tous ces sujets-là, Giscard avait été un précurseur et Mitterrand n'a fait que mettre ses pas dans ceux de Giscard, ce président qu'il avait pourtant tellement combattu. Prenez Jacques Chirac ensuite. Jacques Chirac, vous vous rappelez peut-être les accents vengeurs de l'appel de Cochin en 1978, il accusait Giscard de trahison. Eh bien écoutez, c'est Jacques Chirac qui rallie définitivement la droite au traité de Maastricht en 1992, c'est Jacques Chirac qui fait entrer la France dans l'euro, et Chirac met ses pas dans ceux de Giscard et de Mitterrand, l'amitié franco-allemande, le multilatéralisme, un certain nombre d'éléments qui donnent à penser que, quelles que soient les bouffées de gaullisme, comme par exemple au moment de la guerre en Irak, Chirac partageait fondamentalement le point de vue giscardien selon lequel la France n'était plus assez puissante, n'était plus assez grosse, ne pesait plus assez pour pouvoir influencer à elle seule les débats européens et les débats du monde. Mais prenez les successeurs, prenez par exemple Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est un paradoxe, c'est finalement quelqu'un qui tient compte des remords de Giscard après son septennat. Giscard, par exemple, a regretté d'avoir tant ouvert les frontières à l'immigration. Et il a essayé en fin de septennat de signer des accords pour le rapatriement d'un certain nombre de travailleurs immigrés. Giscard est quelqu'un qui a regretté d'avoir mis en œuvre la réforme Abi, la réforme de l'école, en pensant qu'elle avait été malmenée. Voilà autant de sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy a voulu rompre avec ce qu'il appelait les illusions de son camp, les illusions de la droite. Et pour autant, là où Sarkozy ressemble beaucoup à Giscard, est aussi dans l'ombre de Giscard, c'est que il n'a jamais osé sur un sujet tabou comme l'immigration, il n'a jamais osé sur un sujet qu'il avait fait élire comme l'insécurité, il n'a jamais voulu remettre en cause jusqu'au bout le monopole culturel, on va dire, de la gauche, l'intimidation de la gauche sur ces sujets. Et d'ailleurs, comme Giscard, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu parce qu'il n'avait pas tenu jusqu'au bout les promesses qu'il avait faites à sa majorité. Alors, le dernier président qu'on peut prendre en exemple, c'est l'actuel, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est peut-être paradoxalement le plus giscardien de tous, la réalisation du rêve de Giscard. Giscard voulait être élu par 2 Français sur 3. Et effectivement, Emmanuel Macron a fait un score de 66% lors de son élection au 2e tour en 2017. Giscard pensait que la politique se menait au centre et qu'il y avait la possibilité de construire des majorités sur un mode qu'il n'appelait pas encore le « en même temps », mais qui finalement y ressemblait beaucoup. Giscard a voulu aussi imprimer une logique de modernisation. Et puis, ça se voit jusque dans les détails. Rappelez-vous la première apparition publique du président Macron nouvellement élu, cette démarche hiératique dans la cour du Louvre, ça ressemble beaucoup à la démarche hiératique que Giscard voulait donner effectivement à ses premières apparitions avec, on l'a oublié, le ralentissement du rythme de la Marseillaise quand elle était jouée. Voilà beaucoup de points de ressemblance, mais précisément,
Emmanuel Macron, que l'on pourrait qualifier de dernier des giscardiens, est finalement aussi révélateur des failles de ce que Valéry Giscard d'Estaing avait envisagé. Parce que Emmanuel Macron a été élu par 2 électeurs votants sur 3, mais pas 2 électeurs inscrits sur 3. Il y a eu une très forte abstention lors des élections de 2017. Le grand bloc central dont Giscard avait rêvé dans Démocratie française, cette démocratie apaisée qui devait se fonder sur la modernisation et sur le slogan libéral, centriste, européen, qui pourrait être celui d'Emmanuel Macron, eh bien, ça n'est pas ça qui est advenu. Et c'est là que l'on peut s'interroger, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que Giscard n'avait pas vu, lui qui avait cette magnifique intelligence, cette capacité d'anticiper, et pourtant la France telle qu'il en avait rêvé n'est jamais advenue, et la France gouvernée au centre d'Emmanuel Macron fait figure de cauchemar ou de dystopie par rapport à la vision sereine et apaisée que Giscard avait eue sincèrement de la future démocratie française. Et là, je crois qu'il faut bien prendre conscience du moment du basculement. C'est celui de 1989-1990. Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas anticipé sur le grand basculement du communisme, le fait que le communisme allait disparaître. Au contraire, il avait toujours été pour la détente entre l'Europe de l'Ouest et l'Union soviétique. Et donc, il n'a pas compris que le monde était considérablement bouleversée. La France ouverte sur l'Europe, la France ouverte sur le monde, s'est retrouvée sans être préparée dans une concurrence exacerbée, en particulier du fait des bas salaires de pays émergents comme la Chine et comme quelques autres. Et donc, ce avec quoi Emmanuel Macron se débat, alors même que ses réflexes sont giscardiens, libéraux, centristes européens, c'est le fait que la France n'a pas pu tenir son rang dans la mondialisation depuis 1990 parce que tous les dirigeants français font reposer leur analyse sur la même illusion qui était celle de Giscard, selon laquelle il fallait choisir entre la souveraineté française et l'Europe. Non, quand vous regardez toutes les grandes nations du monde, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, pour ne citer qu'elles, elles ont toutes eu une politique extrêmement patriote, extrêmement souveraine, leurs élites en tout cas, dans la mondialisation. Elles se sont battues pour tourner soit l'Union européenne, soit la mondialisation à leur avantage. Les Français, eux, ont expliqué qu'il fallait défaire la France pour faire l'Europe ou pour faire une communauté internationale plus unie. Et c'est là, je crois, la principale faille du giscardisme qu'aucun des successeurs de Giscard n'a véritablement remis en cause. C'est avec cela que ce débat Emmanuel Macron après François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et pour finir, je dirais que nous avons quelque chose de tout à fait tragique dans le destin de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut se rendre compte que cet homme a passé un peu plus de 40 années de sa vie avant un septennat de président dont il avait rêvé, mais il n'a pas été réélu, et n'étant pas réélu, il a vécu encore environ 4 décennies à simplement contempler les échecs du rêve qu'il avait esquissé lorsqu'il était au pouvoir. Il y a 2 défaites très amères dans le parcours politique de Valéry Giscard d'Estaing. La première, c'est bien sûr celle de 1981. La deuxième, c'est celle de 2005. Lui qui était le père du traité constitutionnel européen, il a vu une deuxième fois les Français le désavouer lors d'un référendum, et les Français ont rejeté le traité constitutionnel européen qui avait été imaginé par Valéry Giscard d'Estaing. C'est une double défaite devant le suffrage universel, et c'est un paradoxe chez cet homme dont le livre publié en 1976 s'appelait « Démocratie française ». Valéry Giscard d'Estaing a été 2 fois désavoué par la démocratie française, alors même qu'il avait élaboré une vision brillante, mais une vision dont les Français pensaient qu'elle n'était pas adaptée à ce qu'ils ressentaient comme société face à un monde de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. Alors je voudrais finir là-dessus parce que la différence entre Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron ou François Mitterrand, c'est que Giscard, malgré tout, a été surtout soutenu par des électeurs de droite, et il est resté dans les coordonnées de la droite française, et finalement il n'a jamais tiré les leçons
de sa défaite de 1980. Et d'ailleurs, ses successeurs ne l'ont jamais analysé pour ce qu'elle était. En politique, et ça François Mitterrand l'avait mieux compris que Giscard, vous devez, pour être élu, choisir, êtes-vous de droite, êtes-vous de gauche? C'est un positionnement pour être élu. Ensuite, on peut imaginer de gouverner au centre, mais il faut toujours rester fidèle à la base d'électeurs qui vous a soutenu. C'est quelque chose que Giscard n'a pas voulu faire, qu'il a pris un peu à la légère. Il l'a sévèrement payé. Mais si on va encore plus au fond, finalement, et là je vais vous raconter une anecdote personnelle, puisque j'ai eu la chance, l'honneur de le rencontrer un certain nombre de fois. Je me rappelle, c'était à la fin des années 1990 de mémoire, c'était une émission La Marche du siècle, où il avait été en compagnie d'Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand. Et ce soir-là, Valéry Giscard d'Estaing, qui était souvent distant, était extrêmement chaleureux avec toutes les personnes qui étaient invitées à la réception d'après l'émission. Alors, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est qu'il était avec l'homme en qui il avait le plus confiance parmi les grands dirigeants internationaux ou anciens dirigeants, c'était Helmut Schmidt, l'ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne. La deuxième, c'était que sur le thème dont il avait été question, Giscard avait été extrêmement sincère. Il s'agissait de l'immigration. Il avait montré les limites de la politique d'immigration telle qu'elle avait été conçue par lui-même sous son septennat ou mise en œuvre par François Mitterrand. Giscard était ce soir-là enfin lui-même. Il était enfin un homme de droite qui se laissait aller et qui était beaucoup plus proche des préoccupations des Français, comme il avait toujours d'ailleurs souhaité l'être. Alors c'est tout le paradoxe de cet homme qui finalement sera peut-être passé à côté d'une carrière politique encore plus brillante que celle qu'il a eue, tout simplement parce que il a en permanence été tiraillé entre la souveraineté française et le désir d'être inséré dans les élites internationales. Il a été tout le temps tiraillé entre son milieu socio-culturel, qui était la droite française, et la tentation de faire trop plaisir au monopole culturel de la gauche, ce monopole qu'il avait pourtant mis en cause de façon brillante lors de son débat de 1974, lorsqu'il avait dit à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Voilà les paradoxes d'un homme qui évidemment apparaît en comparaison avec ses successeurs, avoir survolé de beaucoup les enjeux du pays. Et effectivement, quand on pense par exemple au fait que la France vit encore de l'industrie nucléaire telle qu'il l'avait conçue, du TGV tel qu'il l'avait mis en œuvre, eh bien, on voit bien qu'il y a besoin d'une nouvelle génération d'hommes d'État, mais ils devront avoir tiré les leçons de l'échec de Giscard, ce refondateur de la Ve République et dans l'ombre de qui ont vécu tous les présidents qui lui ont succédé.